Alfred Ramoda Osterman, avec votre femme Bettina, vous avez découvert le syndrome du jumeau disparu et vous avez écrit un livre sur cela. Un livre que nous avons traduit en italien et à l'occasion justement de la présentation de ce livre en Italie, nous allons vous interviewer sur ce traumatisme que beaucoup d'entre nous ont subi et par la suite refoulé, mais qui produit plusieurs fruits désagréables dans notre vie quotidienne, d'où l'intérêt d'en parler avec vous. Alors, la première question pour Alfred Ramoda Osterman, évidemment, concerne le syndrome du jumeau perdu. Et la première question est la suivante. Nous avons 10% de la population, c'est ce que nous apprenons en lisant votre livre, 10% de la population qui se retrouve avec un traumatisme grave dont elle n'est pas au courant et dont elle se retrouve à gérer les fruits sans bien savoir ce que c'est. Est-ce que vous voulez nous expliquer de quoi il s'agit et comment est-ce qu'on peut guérir de ce traumatisme si bien entendu on l'a? Environ un embryon sur 10 au début de la grossesse n'est pas seul dans le ventre de la mère. Et très souvent, très tôt dans la grossesse, l'autre, ou parfois même les autres deux, meurent. Et pour notre compréhension scientifique, c'est très difficile à comprendre qu'un petit embryon a déjà une mémoire d'un autre qui est très très proche et aussi une mémoire que c'est un très grand choc qui reste si l'autre si proche meurt. J'ai un petit modèle d'un embryon dans un utérus, souvent très petit, même plus petit que le modèle ici. Il y en a 2 très proches et un meurt. Et le survivant de les deux souvent souffre un grand ressenti de solitude, parfois aussi un choc inconscient, un très grand choc, et souffre aussi souvent d'un ressenti de culpabilité inconsciente. Qu'est-ce que ça veut dire? Le phénomène n'est pas conscient, mais il y a un comportement dans la vie quotidienne qui est un peu différent que la vie de quelqu'un qui était conçu seul dans le ventre. Des jumeaux dans la vie, des jumeaux adultes, ont toujours un lien très très fort l'un avec l'autre. Toujours, toujours, toujours. C'est bien connu. On a fait beaucoup de recherches sur ça. Et il y a aussi des jumelles dans le ventre de la maman qui sont très fort liés déjà dès le début de la vie, même avant les premiers battements du cœur. Et c'est quelque chose de nouveau aussi, qui est très difficile à imaginer quand on n'a pas vécu et fait des recherches sur le phénomène. Et j'ai déjà mentionné quelques phénomènes, c'est solitude, c'est culpabilité, c'est quelque chose comme un état de choc, de ne pas être présent à la vie entièrement, mais c'est comme quelque chose qui manque. On n'est qu'une moitié. Quelque chose manque, mais on ne peut pas dire de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire pour un adulte qui a perdu un jumeau, mais qui ne sait pas que c'est la source des problèmes? Nous avons souvent rencontré dans notre thérapie corporelle des personnes qui sont bien installées dans la famille, donc rien de grave qui manque ou des événements lourds dans l'enfance, qui ont toujours eu le ressenti que je suis différent que mes copains, quelque chose est différent, mais je ne comprends pas. De quoi s'agit-il?
Et très souvent, le survivant d'une catastrophe intra-utérine n'ose pas prendre la vie dans les deux mains entièrement parce qu'il se sent coupable, inconsciemment d'avoir tué l'autre, qui n'est pas la vérité. C'est très rare qu'un jumeau tue l'autre, ça existe, mais c'est très très rare. Mais c'est vécu comme ça, à l'intérieur. Et le survivant souvent n'ose pas d'avoir beaucoup d'argent, par exemple, de gagner des choses dans la vie, ou d'être assez fort. C'est un des symptômes. Et un autre symptôme, c'est très souvent, inconsciemment, le jumeau cherche le jumeau décédé partout au monde. Il veut beaucoup voyager ou essayer beaucoup de professions ou faire beaucoup de choses pour retrouver l'autre. Et très souvent, essayer de trouver l'autre dans le partenaire. Mais ça ne fonctionne pas vraiment. C'est comme une relation frère-sœur, par exemple. L'énergie couple sexuelle se diminue très tôt, par exemple. Ou, dans l'autre sens, il n'ose pas d'être proche à quelqu'un du tout, parce que chaque proximité avec quelqu'un toujours réactive la mémoire corporelle, d'être proche un bon jour avec l'autre, très très proche, et de perdre l'autre dans un moment, et la mémoire du choc s'est réactivée, et c'est comme avoir coupé les fonctions vitales. Donc, ce genre de personne n'ose pas d'avoir des relations intimes avec l'autre. Ça existe aussi. Et pour comprendre un tout petit peu la vie intra-utérine, je peux encore une fois mentionner juste quelques faits. Et puis, j'aimerais bien vous inviter à vous imaginer que vous êtes dans un utérus et vous pouvez vivre quelque chose de la vie intra-utérine au début de votre vie. Donc, ce qu'il faut comprendre, environ à la jour 21, après la conception, le cœur commence à battre. L'oreille, ou les oreilles sont déjà développées avant le cœur. Et les yeux aussi commencent à se développer très très tôt dans la grossesse. Ils se ferment plus tard, je crois, Ils se ferment plus tard. 6 semaines plus tard, ils commencent à se fermer. Refermer. Mais au début, dès qu'ils se forment, ils sont ouverts, n'est-ce pas? Ils sont ouverts, oui. Mais le premier organe qui est en fonction, c'est pas le cerveau, c'est pas le cœur, c'est l'oreille, même avant le cerveau. Et le petit embryon, plus petit que notre petit modèle ici, commence à écouter le monde, écouter les bruits dans le ventre, le battement du cœur de la maman, les bruits de la digestion, les bruits de l'extérieur, même avant le battement du cœur. Et le cerveau, qui est vraiment un cerveau embryonnaire, est-il en mesure, à travers le nerf acoustique, d'enregistrer ceci, déjà? Les scientifiques qui font des recherches sur le cerveau croient qu'il y a un cerveau qui est nécessaire pour enregistrer le vécu, les sons et tout ça. Mais nous avons mentionné aussi dans notre livre qu'il y a d'autres canaux de mémoire. La mémoire corporelle, par exemple, ou la mémoire du chant. Et même s'il n'y a pas du tout un cerveau, par exemple pour les personnes qui meurent et où les fonctions du cerveau sont quasiment coupées, à ce moment qu'ils sont revivés, après, ils ont très clairement une mémoire de ce qui se passe hors de Vous vous référez aux expériences périmortelles, n'est-ce pas? Au NDE en anglais. Oui,
Voilà. Exactement. Exact. Donc, nous avons trouvé qu'un embryon est le même genre de mémoire aussi, qui sont toujours efficaces pour l'adulte. Et c'est ce qui est important pour comprendre le phénomène. Dans notre travail, nous travaillons souvent avec des personnes qui ont perdu le jumeau très tôt dans la grossesse, mais aussi plus tard, à la 5e, 6e mois, ou pendant l'accouchement, ou même après. Et les symptômes sont toujours les mêmes. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui vous écoutent en ce moment pour quelles raisons nous perdons nos jumeaux? Parce que les gens s'attendent à des pathologies, s'attendent à quelque chose de spécial. La maman devrait le savoir, elle devrait s'en apercevoir. On parle de 10% de la population, mais... Ce sont beaucoup de Voilà. questions à la fois. Et oui, évidemment. Ok. Première question, comment est-ce que le jumeau est perdu? En général, l'utérus n'est pas bien construit pour avoir des jumeaux, des triplés, parce que la tête, le cerveau humain est beaucoup trop grand. Donc les muscles ne sont pas bien préparés pour porter des jumeaux, des triplés. Et c'est un mécanisme biologique naturel qu'un des deux ou des triplés souvent va mourir. Souvent, c'est aussi des questions génétiques, que l'embryon n'était pas assez fort ou génétiquement pas tellement bien installé. Donc, ce sont les raisons, mais les raisons n'expliquent pas la psychologie. Au niveau psychologique, c'est la proximité des jumeaux, c'est quelque chose de très dramatiquement grave si c'est le moment que l'autre meurt. Et c'est le mémoire de ça est enregistré dans le mémoire corporel ou du chant, comme vous voulez, et ça n'est jamais oublié. Parfois, ce genre de mémoire est réactivé. Par exemple, pour un adulte avec une séparation d'une relation amoureuse, il y a des symptômes de choc, de trembler, de croire qu'on va mourir même, et d'absolument croire qu'on ne peut pas survivre sans l'autre. C'est un pattern prénatal. Et donc, à ce moment, par exemple, le mémoire prénatal est réactivé. Et pour guérir ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà un bon moment de parler de ça. Premièrement, il faut comprendre de ce qui se passe au début de la vie. Il y a 2 œufs qui se nidifient, ou un œuf qui se divise et se nidifie en 2 parties différentes. Et il y a le ressenti de l'autre très tôt. Par exemple, aussi par les oreilles, on peut écouter le battement du cœur de l'autre, même s'il n'y a pas encore des bras, s'il n'y a rien. Il y a déjà la perception des oreilles et la perception du battement du cœur de l'autre. Mais aussi, il y a le ressenti de l'énergie de l'autre. On peut sentir ça, on peut observer ça dans les échographies, que les jumelles sont très conscients d'un et l'autre. Et il y a quelque chose de très profond qui s'installe, un amour très profond. Les deux sont conscients l'un et l'autre, et à ce moment, quand il y a des petits bras qui commencent à bouger, à grandir, commencent déjà à toucher l'un et l'autre, commencent à jouer, et ils sont très conscients quand l'autre dort ou est là pour jouer avec. Et un jour, parfois très tôt dans la grossesse, non, souvent très tôt dans la grossesse, un jour, le futur survivant a le ressenti que quelque chose change. Le battement du cœur se diminue, les mouvements de l'autre sont plus faibles
et ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, ils sentent comment l'autre meurt et le survivant est absolument incapable de lui sauver, de faire quelque chose. Et puis, le survivant est seul. Il n'y a plus un deuxième cœur qui bat très proche. Il n'y a plus quelqu'un pour jouer avec. Et c'est la solitude, c'est le vide ou le noir, comme vous voulez. Et c'est l'expérience primale dans la grossesse qui crée une empreinte très forte pour la vie. Plus tard, c'est oublié, c'est plus conscient. Mais il y a beaucoup de bébés qui crient pendant les nuits et personne ne comprend pourquoi ils crient. Par exemple, ce genre de bébé peut-être a eu un jumeau et crie toujours parce que l'autre manque. Nous avons travaillé plusieurs fois avec des bébés très petits et nous avons parfois eu des bons résultats par l'explication qu'au début de la grossesse, il n'était pas seul et l'autre meurt pendant la grossesse et que l'autre manque et tout ça. Ça n'a pas guéri les petits bébés, mais ça a amélioré les nuits au minimum. C'est déjà beaucoup de choses pour des mères désespérées, par exemple. Donc, dans les enfants, ça laisse aussi des empreintes. Et la guérison de ça, c'est contacter les premières couches de la grossesse. L'atmosphère en harmonie parfaite, le paradis avec le jumeau et aussi recontacter le moment du décès de l'autre et d'intégrer ça. Et aussi de comprendre que le jumeau, là où il est maintenant, n'importe comment vous aimeriez appeler l'endroit où l'autre est maintenant, que le jumeau perdu ou décédé est en paix. Et très souvent, le jumeau perdu est plein de bienveillance pour le survivant. C'est une chose qu'il faut comprendre. Et il faut aussi comprendre pour le survivant qu'il n'était pas sa faute. C'était la faute du destin, si vous voulez l'appeler comme ça. Mais ce n'est pas la faute du survivant. Et pour le survivant, il faut aussi comprendre toutes les réactions corporelles qui sont là dans l'adulte, par exemple, qui n'ose pas à faire des relations intimes ou qui ne réussit pas à avoir des relations vraiment homme-femme parce qu'il cherche toujours le jumeau dans l'autre. De comprendre que c'est le ressenti de l'embryon ou du fœtus qui a perdu son frère, sa sœur. C'est la thérapie. Et si on peut recontacter toutes les couches et intégrer les deux, le paradis et aussi la perte du paradis, beaucoup de choses peuvent changer dans la vie. Je vais encore vous poser une question. Tout à l'heure, on disait que donc 10% de la population s'est retrouvée devant cet événement. Et puis bon, pour certains, certainement, c'est tragique, pour d'autres peut-être non. Mais il me vient à l'esprit que la plupart des gens qui ont un problème comme ça iraient parler à leur maman, leur poseraient la question, est-ce que tu avais un deuxième enfant dans ton ventre? Et la maman dirait, que je sache, non. Donc dans ce que je sache, non, il y a beaucoup de choses qui se passent, peut-être les premières semaines, des choses qui se passent et dont la femme peut ne pas être consciente. Par exemple, est-ce qu'elle peut ne pas être consciente d'avoir perdu un enfant physiologiquement? Les mères
en général, ne sont pas conscientes, sauf quelques mères très sensitives qui font des rêves des deux et un meurt. Ça existe, mais la grande majorité des mères ne savaient pas à l'époque. La génération échographie, comme j'appelle, est un peu différente. Parfois, les mères sachent, mais pour comprendre les symptômes et pour guérir le syndrome du jumeau perdu, il n'est pas du tout nécessaire que la maman peut savoir, peut confirmer à ça. Le propre ressenti est absolument assez. Et je fais confiance aux symptômes corporels. Par exemple, aussi des crises de panique ou battements du corps très fort, du cœur très fort, ou tremblements dans certains moments de séparation. Tout ce genre de symptômes, on ne peut pas construire ni inventer. Donc, je fais confiance à ça. Et toutes les personnes qui ont perdu un jumeau, qui le sachent ou qui ne sachent pas, ont les mêmes réactions corporelles. Nous avons maintenant beaucoup de personnes à l'âge de 20-25 ans, la génération échographique, où les mères sachent de l'échographie, ou des jeunes, des personnes plus âgées, où la mère disait qu'elle a eu des saignements forts au début de la grossesse. Ça indique aussi très souvent qu'il y a eu une perte d'un jumeau. Je vous pose encore une question. Comment est-ce que vous avez découvert ce traumatisme ? J'ai découvert ce phénomène par une constellation familiale d'une jeune femme à l'âge de 28 qui a fait toujours des échecs, n'importe sur quel plan, la vie relationnelle, la vie professionnelle. Et dans toute sa vie, elle a eu le ressenti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour les personnes qui connaissent les constellations systémiques ou constellations familiales, c'est très facile à imaginer comment j'ai fait cette constellation. J'ai fait une constellation de la jeune femme et du symptôme. Le symptôme était échec sur tous les plans. Et les représentants se comportent comme les vraies personnes ou comment le champ les dirige sans contrôle, sans savoir. Et j'ai vu quelque chose de phénoménal. C'était la représentante de la personne, c'était le représentant du symptôme. Et le comportement était comme un miroir, toujours. Elle se rapprochait, s'éloignait, faisant des mouvements comme ça, se détournant, encore se rapprocher comme ça, et toujours avec beaucoup d'énergie, pas agressive, mais avec beaucoup de respiration. On pourrait sentir un lien très fort, et c'était toujours comme un miroir. Et j'ai dit à la jeune femme, j'ai jamais vu quelque chose comme ça, mais ce que je vois ici me donne l'image de jumeaux, jumelles. Et la jeune femme disait, ah, maintenant je comprends. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que vous avez compris? Maintenant j'ai compris pourquoi on m'a enlevé les ovaires. J'ai eu des grands kystes dedans et à l'âge de 17 ans, on m'a enlevé les 2 ovaires et on a trouvé des tissus, des dents et des cheveux dedans. Peut-être c'était mon jumeau. Et ça, c'est un phénomène assez connu, quoique rare, c'est le fœtus dans le fœtus, n'est-ce pas? Parfois, c'est même le fœtus dans le fœtus, oui. Mais il y a plusieurs théories par rapport à ça. Je peux expliquer plus tard, mais peut-être c'est un peu trop ici pour l'instant. Ou si vous voulez, je peux l'expliquer. Ce phénomène, c'est pas mentionné dans le livre parce que c'est nouveau maintenant. D'accord. Les médecins n'ont jamais fait des
des examens génétiques sur ce tissu, si ce sont les mêmes cellules génétiquement qu'on a trouvées, ou peut-être même cellules avec un autre code génétique. S'il s'agit d'un autre code génétique, ça veut dire clairement que c'était un jumeau dizygote, on dit, qui s'était nidifié et qui est mort, qui a laissé des traces cellulaires dans le corps de l'autre qui continuait à grandir. Mais les examens comme ça n'existent pas encore sur le monde médical scientifique. Mais maintenant, nous avons trouvé un livre très intéressant d'un docteur américain qui a fait les examens comme ça, et il a trouvé qu'il y a beaucoup de personnes qui sont leurs jumeaux également, de personnes vivant avec un code génétique dans les cheveux différent que du reste du corps, par exemple. Donc, j'ai les cheveux de mon jumeau. Par exemple, il y a des phénomènes, ça existe. Si c'est un jumeau d'un œuf, naturellement, on ne peut pas trouver ça, mais ça existe aussi. Mais on ne fait pas des examens comme ça. Donc, cette jeune femme, à l'époque, elle a compris à ce moment pourquoi quelque chose n'allait pas, pourquoi quelque chose manquait toujours pour elle. Naturellement, elle a un destin très 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 grave. Elle a perdu une grande partie de sa féminité très 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 tôt. Donc, et aussi ne pas être capable d'avoir des enfants laisse un empreinte très grand en tout cas. Donc, on pourrait aussi donner autre interprétation à mal-être de cette jeune femme, c'est clair. Mais pour elle, était absolument évident. Et pour moi, c'était la première fois que j'ai vu un jumeau perdu dans une constellation familiale. Mais déjà quelques semaines après, j'ai eu une répétition comme ça, toujours un peu différent. J'ai eu beaucoup de cas, et encore, et j'ai commencé plus tard avec mon futur épouse à l'époque, qui est mon épouse maintenant, d'écrire des protocoles de les séances. Aussi pour partager avec autres constellateurs familiales le phénomène pour donner une compréhension. C'était la cause de notre livre, mais plus tard nous avons pris la décision que c'est beaucoup mieux d'écrire un livre qui est compréhensible pour un grand public en général. Et c'était le début de notre livre, les protocoles des constellations. Nous avons ramassé une grande quantité de protocoles et puis nous avons commencé à écrire notre livre. Et maintenant, bien entendu, ces protocoles, vous les enseignez dans votre formation pour les constellateurs, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Mais c'est très bien. Ce que nous vous souhaitons, c'est de bien commencer à enseigner en Italie. On en a beaucoup besoin. On fait partie, nous aussi, de ce fameux 10% quelque part. Et donc, voilà, on vous remercie du temps que vous nous avez donné et de votre présence en Italie en ce moment. Merci Alfred et bonne journée. Merci.